Chaque année en France, 20 000 nouveaux cas de coma traumatique sont enregistrés. Dans 80% des cas, à la suite d'un accident. Certains ne sortent jamais du grand sommeil, comme on l'appelle, d'autres un jour se réveillent. Alors pour eux, commence une nouvelle vie. On ne voulait pas accepter qu'elle devienne une légume, qu'elle devienne quelqu'un qu'on aurait pu retrouver comme avant. Et je crois qu'on s'est tous battus. Philippe, il est là, mais le Philippe d'avant me manque. On ne peut pas imaginer à quel point. Je ne me rendais pas compte comment j'étais intellectuellement, mais physiquement, je m'en rendais compte parce que comme j'avais fait un début d'hémiplégie, ma jambe ne suivait pas ma démarche et j'avais du mal au cou, quoi. Je faisais machinalement tous ces gestes simples qui me semblent aujourd'hui miraculeux. Se raser, s'habiller, avaler un bol de chocolat. Philippe Zlatkin était un chercheur brillant. Docteur en biologie, il était cadre supérieur dans un laboratoire pharmaceutique. Un grand sportif aussi, il était champion de kung-fu. Aujourd'hui, il conjugue sa vie au passé. Ça te rappelle ta vie? Oui, mais ta dernière journée, tu t'en rappelles pas? Non. Heureusement. Philippe, c'était un passionné de recherche et du sport, du kung-fu. Il bouffait la vie. Il s'arrêtait pas une seconde. Pas une seconde. Maintenant, c'est fini. Moi, rien que de le regarder vivre, des fois, c'était fatigant, quoi. Gabi, swing. Le vieux, il a envie de dormir, il a envie de prendre son biberon et moi je le swing. Bien, pas trop fort. Bien, pas trop fort. Bien, très bien. C'est bon, Philippe. La vie de Philippe a basculé à un carrefour le jour où une voiture a percuté la sienne. 3 mois de coma. Lorsqu'il se réveille, Philippe a perdu l'usage de ses membres, l'usage de la parole et une partie de sa mémoire. Aujourd'hui, s'il est parfaitement conscient de son état, s'il comprend tout ce qu'on lui dit, il doit tout réapprendre. Très bien. Philippe a des difficultés d'articulation, a des troubles de la parole, parce qu'il a une lésion cérébrale qui a atteint la commande des muscles qui entraînent toute l'articulation de la parole. Il sait tout à fait ce qu'il veut dire, il peut parler, entre guillemets, mais il ne peut prononcer les mots. Donc on travaille le souffle, l'articulation au niveau des syllabes et des mots et du texte. Bien. Alors, on souffle doucement, pour faire vaciller la flamme. Alors, regardez-moi Philippe. Comme ça. Et vous soufflez, comme ça. Fermez la bouche. Comme ça, Philippe, regardez-moi. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est le souffle qui nous permet de parler en passant à travers les cordes vocales. Quand on n'a plus d'air, on ne peut plus parler. Quand l'air ne passe plus entre les cordes vocales, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de son. Oui, vous voulez y arriver. Oui. Ça, on sait bien, Philippe, hein, et ça se sent. Hein, et c'est important dans la rééducation aussi. Hein. Oui. Vous voulez le tableau? Q. U. A. N. D. O. N. Quand on veut, on peut. Voilà. Eh oui, c'est bien.
Philippe est soigné dans ce centre de rééducation, La Vallée, près de Rennes. Depuis 1971, cet établissement, dirigé par le médecin-chef Jacqueline Delabarthe, s'est spécialisé dans la rééducation des post-comateux. On fait un petit tour, Fabienne. Ici, une quarantaine de patients réapprennent petit à petit à vivre, chacun à leur rythme. Nos patients arrivent directement du centre hospitalier. Ils ont vécu une période de coma plus ou moins longue. Ils sont éveillés et nous les recevons à cette époque. On peut parler d'une liste de grands troubles que l'on retrouve. Par exemple, des troubles de la mémoire, des troubles de l'orientation temporo-spatiale, des troubles du langage, des troubles de la coordination du geste. Mais cependant, aucun patient ne ressemble à un autre, suivant la localisation des lésions, suivant l'étendue de leurs lésions. Peut-être que tu corriges un peu ton pied droit. Voilà. Véronique, elle, était en classe de neige avec ses camarades de terminale. C'était en février l'an dernier. Alors qu'elle avait déchaussé ses skis, elle glisse sans pouvoir amortir sa chute. Sa tête frappe le sol violemment. Le choc est terrible, son cerveau est considéré comme mort. Les médecins diagnostiquent 5 morts cérébrales. Bien. Un jour pourtant, après 3 mois de coma, Véronique s'est finalement réveillée. Elle ne se souvenait de rien, mais elle avait perdu l'équilibre, elle était incapable de boire, de manger, elle ne parlait plus, ne marchait plus. Chacun des progrès qu'elle réalise, chaque jour, tient du miracle. Tu vois ton fauteuil, on y va. Alors je passe derrière toi. Ouais. Véronique est arrivée, elle ne parlait pas, elle ne marchait pas, elle ne communiquait pas, elle ne mangeait pas. Donc les progrès sont très nets. Bien, bravo, hein. C'est très bien. Ça va ? Oui. On a cette idée-là, une idée qui véhicule beaucoup en matière de rééducation. Ah, il est volontaire, il va y arriver. Qu'au faire la série télévisée actuelle où on voit des patients tétraplégiques qui se mettent debout à force de volonté. C'est une idée complètement fausse. C'est vraiment pas une histoire de volonté. C'est aussi une capacité de comprendre sa situation. Et les patients lésés cérébraux n'ont pas toujours cette possibilité-là. Véronique, elle, comprend complètement ce qu'elle vient faire avec nous ici en kinésithérapie. Et à partir de ce moment-là, elle est complètement actrice de son plan de traitement. Voilà. Tu avais du mal à faire ça avant? Mais surtout la position debout, j'y avais pas du tout avant. Je non plus. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Plus tard, je voudrais être professeur de sport. Notre travail à nous, c'est de remettre en route les circuits qui peuvent encore marcher. Là, c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. C'est comme, on sait bien qu'un muscle qui est atrophié après une immobilisation prolongée, on le fait travailler pour qu'il reprenne du volume, qu'il reprenne de la force. Le cerveau, c'est pas un muscle, mais il y a des circuits, il y a des milliards de cellules et notre rééducation va consister à stimuler par une activité, par différentes activités, la reconnexion des différents circuits, des milliards de neurones que nous avons dans notre cerveau. Aujourd'hui encore, le coma reste un mystère, enfoui au plus profond du cerveau de chacun. Tout aussi mystérieux, le réveil. La guérison est toujours imprévisible. Dans une autre aile du centre, le service d'ergothérapie. Ici, on aide les patients à redevenir autonomes. Des exercices simples en apparence, mais qui font travailler la réflexion, la logique et aussi la mémoire. Une sorte de kinésithérapie du cerveau. Bien. Allez. Tu te souviens où tu es rendu? Oui, je suis en train de bouger. Oui. Tu en as déjà fait avant, Véronique, des bracelets brésiliens? Oui. Oui, c'était ce modèle-là que tu avais fait? Ouais. Et c'est pas tant le résultat, c'est-à-dire l'activité, qui va nous intéresser que ce que met en place le patient pour y arriver. Il y a essayer de lire les explications qui sont en rapport, essayer de les comprendre, les mettre en application, voir si la personne peut mémoriser ces explications et puis vérifier aussi que la personne puisse avoir une certaine méthodologie dans son travail. Ça lui sert à
mettre en application un petit peu ce qu'elle fait en kiné, dans la mesure où elle est obligée de bloquer au niveau de ses coudes, de maîtriser ses mouvements. Donc il y a maîtrise des tremblements. Et tu veux l'offrir à quelqu'un, ce bracelet? À ma copine. C'est qui ta copine? Elle s'appelle Amy. Il y a encore un mois, Véronique aurait été incapable de confectionner ce bracelet. Bonjour. Bonjour Yvonique. Asseyez-vous. Yvonique, lui, vit un moment important. Il passe ses derniers tests psychologiques avant de quitter le centre. Il y était soigné depuis 8 mois à la suite de son coma. Et puis, des problèmes avec ça aussi. Alors, donc... Voilà, allez-y. Ben voilà. Ben, je trouve qu'il y a de sacrés progrès par rapport à la fois précédente. Hein, Et même je suis plus à l'aise à le faire, quoi. bon. Donc on va essayer autre chose, qui posait problème aussi la dernière fois. Un ophtalmo ou même un médecin qui fait faire un test comme un patient et qu'il a beau essayer de plusieurs lunettes, puisqu'on en voit plusieurs par terre, et que même les grosses lettres, il a du mal à les voir, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble bizarre? C'est fini pour bien beau, ouais, monsieur le dessin. D'accord. Autrement, non, il paraît à peu près normal, le médecin, quoi. D'accord. Sur ce dessin, Yvonique n'a pas vu que l'ophtalmologiste et les signes sont chinois. Ce qu'on a remarqué dans ce type de pathologie, c'est que le patient ne peut analyser qu'une situation sociale à la fois. On va utiliser cet aspect-là du trouble, puisque le patient va coller à une situation professionnelle qui est connue de lui et qu'il soutient, même s'il persiste des troubles de la mémoire parfois très importants. Et donc on va réussir à réinsérer des gens à leur poste antérieur, malgré la persistance de symptômes très importants en test. Si Yvonique s'en sort aujourd'hui, c'est largement dû, dans son cas, aux séances d'ergothérapie par le travail. Le centre a reconstitué dans ses locaux un atelier de plomberie, de menuiserie, d'électricité, où les victimes de lésions cérébrales réapprennent tout ce qu'ils ont oublié pendant leur coma. Du simple usage du tournevis au millimétrage précis de la coupe d'une planche. Lorsque la récupération physique et intellectuelle est suffisante, il y a une phase de rééducation qui peut se faire aux ateliers. Rééducation physique, puisqu'il y a un réentraînement à l'effort, et rééducation intellectuelle aussi, parce que pour bien mener sa tâche manuelle, eh bien, il faut mettre en place tout un tas de stratégies, d'initiatives. Il faut aussi faire appel à sa mémoire, et à ce titre-là, on rééduque. Le travail d'Yvonique n'est pas encore parfait. Pour autant, il en est satisfait. Une caractéristique classique chez les malades sortis du coma. C'est bon. 1 mm. Contestation de la norme, il y avait millimètre écran. 1/2 millimètre. Et en entreprise, ça passe, ça Non, mais en entreprise, ça passe pas. Ça dépend des endroits. Le problème, tu vois, c'est que pour lui, il n'y a pas de problème. Mais moi, je reste confiant parce que, à mon avis, en situation concrète, voilà, il y aura moins d'erreurs. Pendant ce temps, Philippe se rend à sa séance de kiné. Depuis qu'il est sorti du coma, il n'a qu'une obsession, remarcher. Tous les jours, il fait preuve d'une volonté de faire pour gagner un peu plus de force, d'équilibre, de souplesse, de coordination. Mais vous savez que là, c'est important aussi de bien regarder droit devant vous. Et là, vous allez venir en appui sur votre avant-bras gauche. Descendez bien. Ça fait 2 ans que Philippe est arrivé au centre de la vallée. Donc là, notre travail est beaucoup plus un travail pour essayer de faire gagner à Philippe de l'équilibre, de l'aisance dans ses mouvements, un meilleur maintien du tronc. Bon, là, on arrive quand même maintenant à une élévation au niveau des 2 épaules qui sont satisfaisantes. Et puis également faire travailler Philippe en coordination
les deux bras ensemble, compte tenu que Philippe a une hémiplégie droite dont les séquelles restent encore très sensibles dans le travail du corps. Il y a quelques semaines, Philippe a remporté une grande victoire. Pour la première fois depuis 3 ans, depuis qu'il est sorti du coma, il est arrivé à marcher entre les barres parallèles. Une victoire sur ce corps qui ne répond plus aux ordres du cerveau. Dans ce combat pour la vie, Carole, sa femme, est à ses côtés au quotidien depuis son accident. Avec ses amis, elle est son seul lien avec le monde extérieur, celui des bien portants. Vous allez où? Voir les ânes. J'aime bien les animaux. C'est ta liberté? Oui. C'est vrai que ça change. C'est à l'extérieur, c'est la campagne. C'est moins pesant que le reste, c'est moins pesant que le milieu hospitalier qu'on côtoie depuis 3 ans. Voilà, c'est clair. Ça fait du bien d'être tous les deux autre part. Ce qui est vrai aussi, c'est que Philippe, il ne va pas tellement avec les autres personnes de la vallée, donc ils sont comme toi, oui. Donc ça t'énerve. C'est vrai que c'est peut-être un retour de ce qu'il est qui supporte pas encore, quoi. Derniers exercices de sport, dernier test pour Yvonique dans le parc du centre. Demain, il reprendra enfin son travail. C'est bon. Le retour de la même façon. C'est presque tout bon. Regardez où vous mettez les pieds quand même. Vous n'allez pas vous casser les jambes avant de reprendre vos activités. C'est bon. Allez, regardez 2 mètres devant vous maintenant. Voilà. Tu penses que tu es prêt à reprendre le travail, Yvonique? Je pense, physiquement, oui. Je verrai bien intellectuellement si ça suit par rapport à mon stage, quoi. Pour Yvonique, c'est le grand jour. 8 mois après son réveil, il retrouve son emploi. Son patron l'accueille à l'entrée de l'atelier. C'est lui le premier qui l'a vu sortir du coma. Je lui ai parlé, on a vu ses yeux s'ouvrir et pratiquement un léger sourire. Hein. Et d'ailleurs, je lui ai demandé, Yvonique, j'ai dit, si tu me reconnais, fais-moi signe des yeux. Et il l'a fait. Ce jour-là, moi j'ai senti c'était bon. C'était formidable, que là, il allait s'en sortir. Salut. Ça va, Yvonique? Prêt pour la reprise? Ouais. Salut. Ah. Ouais, toi? Ouais, ça va. Salut. Ça va? Bonjour, Yvonique. Ça va? Ouais. Yvonique, avant son accident, posait des cuisines chez des particuliers. Dans un premier temps, il va travailler à l'atelier. Il a besoin d'être sécurisé. Ce qui est important, c'est de bien vérifier que ta poignée soit bien de niveau. Hein. Il est vrai qu'il aura certainement des choses à peut-être réapprendre. Disons, à reprendre certaines notes, certainement, pour pouvoir exécuter ça dans les normes. Mais je pars tout à fait confiant pour qu'Yvonique reparte en pause. D'ailleurs, on l'attend avec impatience. Il nous manque. Ça me donne bon moral, quoi. Parce que toujours dans un milieu, en maison de rééducation, c'est pas un milieu hospitalier, quoi, mais c'est pas du tout comme la vie chez nous, quoi.
C'est pour ça que bon, bah, c'est pas comme si je recommençais à travailler pour le premier coup, quoi, mais là c'est un nouveau départ, quoi. C'est comme si bon, bah, ça fait 8 mois que je n'ai pas travaillé, alors c'est un nouveau départ. Là, tu vas pulvériser, Philippe. Ouais. Allez, 2 mètres, Philippe. Allez. Les amis de Philippe ne l'ont jamais laissé tomber. Pour eux, il est le même. Le combat de Philippe est aussi le leur. Jour après jour, ils enregistrent les progrès qu'il réalise sur son fauteuil roulant. 1,43. 1,43. T'améliores de plus d'une minute, je crois. Plus d'une minute, ouais. Plus d'une minute. Ouais, c'est bien. Un peu que c'est bien. Bah, moi aussi. On avait dit quoi, 2,42 ? Ouais. C'est l'aller. C'est l'aller. 1,43 au retour. Comment il était, Philippe, dans le travail? Non, t'étais pas moyen, Philippe. Je suis pas sûr que ça soit ce qu'il y a de plus intéressant, comment il était avant. Aujourd'hui, il est comme il est, c'est comme ça qu'il est notre copain, et puis c'est comme ça qu'on vient le voir. On peut tous lui apporter quelque chose avec nos sensibilités, avec nos manières de faire, avec ce qu'on peut croire, ce qu'on peut voir, pour qu'il revienne, pour que Philippe revienne. Et Philippe, il fait tout aussi pour revenir. Philippe s'est jamais arrêté de progresser. Il s'en rend pas compte. Il le dit pas. Nous, on le voit changer, on voit son... Il y a 2 ans, tu marchais dans les bars, Philippe? Non. Il y a 6 mois, tu marchais dans le déambulateur? Non. Bon, alors? Avant, il souriait pas. Maintenant, on arrive à le faire sourire. Il a parfois un beau visage. Et quand on le voit comme ça, c'est notre récompense à nous. Quand on le voit comme ça, on se rend compte... une super grimace, Philippe. Ah. Mais tu reviens, Philippe. Tu te rends compte quand même? Non. Mais ça va passer vite. Philippe, il est pressé. Philippe, il est pressé. Sois pressé sur le fauteuil, ça marche bien, puis ça te fait travailler les mains, les bras, tout. Mais ça t'empêche pas de travailler ta marche, Philippe, tu le sais. Moi, j'y vais. Je vais à Milan, Philippe. Salut. Merci. Et puis à mercredi? Ou avant, ouais, je viendrai lundi ou mardi midi, je pense. Allez, salut Philippe. Tu vois que tu sers aussi maintenant? Pas vraiment? Mais si, ça aussi, ça s'améliore. Ok? Allez, bisous Philippe. Allez, salut. Au revoir. L'affection de ses amis, de sa famille est le complément indispensable au rétablissement progressif de Philippe. Tous les malades sortis du coma, soutenus par leurs proches, guérissent mieux, plus vite que les autres. Si nous ne nous occupons pas d'un patient, si nous ne stimulons pas toutes ses fonctions, qu'elles soient physiques ou intellectuelles, il est sûr qu'il progressera moins. Mais c'est la même chose en ce qui concerne l'affectif, le relationnel. Et là, la famille, elle ne peut pas être remplacée par une équipe. La famille a son rôle à jouer. Quand on aborde la personne dans sa globalité, la famille a son rôle propre à jouer dans les facteurs de récupération. Ouais, attends, t'as santé Véro. Non, vous aviez soif. Hein. Véronique, elle aussi, est très entourée. Ses amis du lycée viennent la voir à la maison tous les week-ends. Son accident, son coma ont bouleversé sa vie, bien sûr, mais aussi la vie de tout son entourage. Bon voyage. Vous sortez à reculons, hein? Ouais. Bon voyage, Véro. Oui. À tantôt. Au revoir. Salut. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut, à tout à l'heure. On a tous été chamboulés et on s'est tous remis en cause. Ça a été une période très difficile. Jusqu'à Pierre-Yves, là aussi, qui voulait arrêter son BTS. Hein? Ouais. Ah ouais. Ouais, j'en ai marre, de toute façon, Véronique, elle reviendra jamais, et puis c'est pas possible, moi j'arrête tout. Puis j'écoute Pierre-Yves, prends un temps de recul, tu réfléchis, mais j'ai dit, t'es à 2 mois, 3 mois de ton BTS, il faut pas rater ça. Il a eu son BTS. Alors Véronique était contente, mais c'est Véronique qui dit, moi j'ai pas passé mon bac, c'est grave. Je dis, non Véronique, le plus grave c'est que tu ne sois plus avec nous. Maintenant, le bac, on verra ça l'année prochaine, et puis tu sais Véro, une année, mais qu'est-ce que c'est qu'une année dans la vie?
comme d'habitude. Je considère que c'est quand même normal d'aller voir Véro. Enfin, moi, je peux pas concevoir de pas aller la voir. Par exemple, un week-end, si je restais chez moi, quoi, si je rentrais de l'école, ça me paraissait normal, quoi. C'était la visite quotidienne du week-end, quoi, en fait. Quand elle était dans le coma, on lui donnait la main et on essayait qu'elle nous réponde, elle aussi, en nous prenant la main. Bah, je pense que ça l'a beaucoup aidé pour se réveiller, en fait. Pour moi, je trouve vraiment pas qu'elle ait changé, parce que surtout depuis ce dernier mois où là, elle a vraiment récupéré tout le caractère qu'elle avait avant, quoi. Les mêmes blagues, les mêmes expressions, c'est exactement la même qu'avant. C'est exactement la même. Hein. Même si c'est venu progressivement, au début, on a eu un regard, un sourire, etc. Et puis maintenant, c'est bon, on a tout retrouvé. C'est la même Véro. C'est toi, oui, bébé. Ta maman, oui. Un geste devenu un rituel. Carole feuillette l'album de famille. Très fière. Autant de souvenirs heureux auxquels s'accroche Philippe pour mieux envisager l'avenir. Oui. Le mariage, ouais. Ça, c'était un peu avant l'accident, ça. Kim, il y a Jean-Mi, là. Ouais. Je voudrais qu'il soit heureux. Qu'il ne pense pas, j'étais comme ça, je veux absolument être comme avant. Toi, tu veux être comme avant. Moi, ce que je veux, c'est qu'on trouve un équilibre et qu'on arrive à vivre ensemble des choses et qu'on arrive à vivre indépendamment quand même les uns des autres pour avoir chacun notre vie. Parce qu'il faut que tu marches. Ça ira. Et parce que Philippe, il vivait sans moi avant. Hein. Il avait ses passions. Moi, j'avais mon travail. J'avais des choses qui m'appartenaient. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve ça qu'on retrouve un équilibre, qu'on soit malgré tout ensemble, parce que c'est important pour nous trois. Et puis pour toi, pour moi, parce qu'on peut pas se passer comme ça. Et puis il y a toujours cette affection qui est là, qu'il faut savoir gérer, et puis qu'elle soit positive pour nous trois. Le clavier de son ordinateur est son principal allié. Plus qu'un outil, aujourd'hui encore difficile à maîtriser, il lui permet d'écrire à son petit garçon Gabi qui grandit loin de lui et qui est sa seule raison d'être, la justification de son formidable combat pour la vie. Vas-y, Michael. « 129,1. T'as perdu? Non, 400. 128,8. 128,8. Moins 400. 78,6. 4. 500 grammes. 111, 200. Pareil. 80 kg 600. Oh, 1 kg. Ouais. Là, à 13 ans, 107 kilos, quoi, faut le faire. Je sais pas vraiment où me mettre, j'ai toujours pas trouvé ma place. Dans moi-même, je sais que j'en ai marre d'être comme ça, quoi. J'en ai vraiment ras-le-bol d'être trop gros. Le service Quentin de l'hôpital San Salvador à Hyères est un service pionnier. Spécialisé dans le traitement des adolescents obèses, il accueille chaque année depuis 1979 une trentaine de jeunes de 13 à 18 ans. Toulonnais, Parisiens, Marseillais, garçons et filles s'arrêtent ici le temps d'une année scolaire. À San Salvador, l'internat nécessaire au suivi d'un régime se conjugue avec une scolarisation dans les collèges et les lycées de la ville. Les ados de San Salvador font partie des 10% de jeunes Français confrontés aujourd'hui à de graves problèmes de poids. Ils ont en moyenne 25 à 30 kilos à perdre au cours de leur séjour.
Pour Jennifer, comme pour tous ici, la transformation est déjà en marche. Ça, c'est il y a 1 mois et demi. La fin de l'été, quoi. Et ça me fait plaisir de voir que ça se voit, quoi. Enfin, je veux dire, je me regarde dans la glace tous les jours, mais bon, avec les photos, ça se voit encore mieux quand on regarde les photos d'avant. J'étais belle quand j'étais petite. Donc, revoir ces photos, ça fait du bien, quoi. Là, j'avais déjà grossi. Celles-là, elles ont 4 ans à peu près. Et c'est quand, peu de temps après que mes parents aient divorcé, et c'est là que j'ai commencé à grossir. J'ai ressenti un grand manque d'affection. Donc, il a fallu que je trouve quelque chose pour me consoler. Et bon, bah, j'ai trouvé les placards, quoi. Je pensais pas d'ailleurs que ça aurait eu des conséquences pareilles. J'ai pris 20 kilos en 1 an. Bah, ça m'affole un peu, je me dis, c'est pas normal, quoi. Que je m'en sois pas rendu compte. Parce que quand même, 20 kilos, j'aurais dû m'en rendre compte, quoi. Toi, quel objectif tu t'es fixé pour la fin de l'année? Moi, j'ai 25 kilos à perdre, encore. Je pense que c'est faisable, avec de la volonté, du courage. En faisant du sport et tout ça, ça devrait se faire. Bon, le tout après, c'est de rester comme ça aussi. Pédiatre et endocrinologue, le docteur Pierre Doyard dirige le service depuis 18 ans. À ses côtés, diététicienne, psychologue, psychiatre et aide-soignant. Tous ont l'œil rivé sur la courbe de poids. 2 fois par semaine, la pesée donne le ton. Ici, c'est elle qui fait et défait le moral. Bonjour. Comment ça va? Bah bien, ça va, ça va. Alors, tu as perdu pratiquement 4 kilos. Ensuite, là, il y a une phase un petit peu de plateau. Ouais. Pour laquelle on a des explications, pas beaucoup. Bah oui, c'est que bon, j'ai pas grignoté à l'extérieur déjà. Pas grignoté du tout? Non, du tout, ça, non, ça je fais jamais ça. Ouais. Mais j'ai eu des problèmes, puis j'ai eu mes cycles hormonaux aussi. Ça, c'est peut-être pas noté. Si, c'est noté. Et puis bah voilà quoi, donc Alors. On peut toujours s'interroger sur ces plateaux qu'on observe, mais ça signifie qu'il ne faut pas aller trop vite quand on descend les calories. Parce que si on avait considéré ici qu'il y avait des écarts ou que tu étais en période de stagnation, on aurait baissé les calories et on serait trompé. Oui, parce qu'on peut pas. Moi, je suis déjà 1007. Alors... C'est dur? Non, c'est pas dur. Non, ça va. Je tiens bien le coup. C'est bon, ça va. Catherine, bonjour. Alors, Catherine, comment va? Ça va. Bien. Alors, tu as effectivement une courbe de poids qui a dû t'amener à te poser des questions, non? Parce qu'au début, tu as perdu beaucoup de poids. Hein? Catherine est une jeune fille qui avait une obésité, comme on dit, majeure, puisque tu étais à 107 kg pour une taille d'1,60 m. On t'a mise à 2200 calories et tu y es toujours. Et la question que tu te poses, c'est pourquoi ai-je repris 700 grammes entre le 19 et le 22 octobre? Alors ça peut être un mouvement d'eau, ça peut être une erreur de pesée, et tu n'as pas le droit de dire le régime ne marche pas, j'ai repris 700 grammes en 2 jours aussi. Ce qu'il faut toujours considérer dans une courbe, c'est son aspect général. Et ta courbe, elle est parfaite. Autrement dit, il n'est pas question pour toi de baisser les calories. On te laisse à 2200 calories et tu continueras à perdre du poids. Si tu suis bien les conseils qu'on te donne. D'accord, jeune fille? Voilà. Monsieur Ripper? Oui, bonjour. Assieds-toi. Bon. Alors, ta courbe de poids, ce qui m'amène à me poser des questions, c'est le fait que ces ralentissements ils correspondent à tes sorties chez toi. Donc la question très simple est de savoir est-ce que tu as fait des écarts ou pas. Non, pas trop. C'est toi qui est important quand même. Oui, moi je me surveillais, mais les écarts, non. Il faut profiter de ce retour à la maison d'abord pour avoir plus de possibilités d'avoir des activités physiques, donc bouger, etc. Pour réviser un petit peu les notions de diététique et surtout pour savoir comment toi tu peux contrôler ton alimentation chez toi sans l'aide de la diététicienne et des membres de l'équipe. D'accord, jeune homme? D'accord. Allez, au revoir. Quand vous avez à perdre 20 ou 30 kilos, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et vous ne devez pas faire n'importe quoi. De la même façon que nous, notre objectif, ce n'est pas de ramener ces enfants qui ont des obésités majeures à un poids idéal. Pas du tout. C'est de les sortir hors de la zone de danger où ils se sont mis progressivement dans l'immense majorité des cas. Un régime amaigrissant chez des adolescents n'a pas besoin d'être très sévère. Il faut qu'il soit équilibré, modérément restrictif, mais surtout qu'il n'ait pas cette sensation de faim que parfois on peut avoir. En matière d'obésité, la seule chose, c'est la chasse des calories. On ne peut pas faire de l'éducation diététique avec des régimes trop basses calories ou avec des régimes utilisant des produits dits diététiques.
Ça, c'est tout le contraire de l'éducation. L'éducation a pour but de leur montrer qu'ils peuvent utiliser les produits qu'ils trouveront au supermarché, à l'épicerie d'à côté, sans avoir à courir à droite et à gauche, et surtout sans dépenser des sommes dans des produits qui sont relativement coûteux. Toi aussi, ouais, j'espère bien. Travaux pratiques chaque mercredi. Sous l'œil de Véronique Méniel, la diététicienne, chacun doit mettre la main à la pâte. Composition des aliments, ingrédients autorisés, tout est leçon. En prime, ce soir, tarte aux poires pour tous, mais version allégée. Tout ce que j'aime fait grossir. Voilà, c'est plutôt ça. McDonald's et tout le reste, quoi. Les frites, les coca, les chips. Alors, est-ce que vous avez réfléchi aux équivalences qu'on allait faire ce soir pour pouvoir manger cette tarte? Il faut enlever 40 grammes de pain. Pourquoi? Et le fruit du soir. Pourquoi? Parce que le fruit est dans la tarte. Et les féculents et le pain, c'est ce qui est plus calorique. Donc, comme il y a 280 calories dans la part de tarte, il faut enlever tout ça. Non. Et un fruit, combien de calories? 150. Non. 0. Non. Un fruit? 50. Il n'y a pas beaucoup de calories dans un fruit. Non, c'est 150 grammes le fruit. Qu'est-ce qu'il y a dans un fruit? Du sucre. De l'eau. De l'eau, du sucre. Beaucoup de sucre. 150 grammes un fruit moyen, 75 calories un fruit moyen. Il y a 3 à 4 morceaux de sucre dans un fruit, hein. C'est pas 0, hein. Jennifer, heureusement qu'on en parle. Hein, une part de tarte du commerce, déjà, il faudra la prendre plus petite que ce que vous aurez. Et enlever les féculents, le pain, un maximum. Hein. D'accord? Bon, c'est bon. Les jeunes que nous avions il y a une vingtaine d'années n'avaient pas des excès de poids aussi importants. Ils pesaient 85, 86, 87, 90 kilos. Ce qui est déjà une obésité relativement importante. Nous avions une obésité massive tous les 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, une grande partie de nos patients ont des obésités massives. Vous savez, l'obésité, c'est dès que vous avez une dizaine de kilos de trop pour un enfant qui a une quinzaine d'années par rapport à son poids idéal théorique. Autrement dit, on y est très rapidement. Bien. Quand vous posez à un jeune obèse la question « Pourquoi tu as grossi à ce point-là ?», dans plus des 3/4 des cas, il vous répond « C'est parce que je mange ». Pour lui, la raison, elle est claire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'obésité si à un moment, il n'y a pas eu déséquilibre de la balance énergétique. La question, c'est pourquoi s'est-il mis à manger? Et c'est là où on va recouvrir un certain nombre de processus. Il y a certainement la génétique, mais il y a aussi des traumatismes psychologiques qui interviennent, surtout dans les obésités graves que nous voyons. Et ces traumatismes, c'est quoi en général? Ces traumatismes, c'est souvent des séparations familiales. Deuxièmement, les pertes des repères sociaux, un déménagement, ou bien des drames personnels qu'ils vivent. C'est ça qui est invoqué comme étant le facteur responsable. Comment ça va? Catherine a de la chance. Sa famille habite dans la région et lui rend visite 2 fois par semaine. Un soutien dont Catherine a besoin. Elle n'a que 13 ans. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Footing et musculation. Ce matin? Et devoirs. Non, cet après-midi. Et t'as eu des bonnes notes? 15 en oral allemand et puis... c'est bien, c'est bien. 14 en maths. Tout va bien alors? Non, tout va pas bien. Je pris 700 grammes. Je peux bah oui, mais ça... Oh, c'est l'horreur. Ce matin? T'as été pesé, t'as pris 700 grammes? J'étais en dessous de 100, je suis passée au-dessus. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ça vient? Le docteur dit... Tu l'as vu ce matin? Non. Oui, t'es toute contente d'être passée en dessous de 100, quoi. Je suis stressée. Je peux plus. Mais de toute façon, il ne faut pas avoir peur des mots, hein, madame. C'est pas chez soi qu'on peut faire des régimes pareils. Hein. C'est pas possible. Hein. Ouais. T'avais essayé chez toi? À 9 ans, enfin 9-10 ans, j'ai fait un régime, j'ai tenu presque 6 mois, puis j'ai abandonné, j'ai perdu 10 kilos, j'en ai repris 20. Moi, je me rappelle, j'allais la chercher au collège. Bon, on remontait à la maison vers... chez nous, hein, chez les grands-parents, vers 11h15, 11h20, bon, ben, le pain est là, hein, un bout de saucisson, ça va vite, hein. Le séjour à San Salvador n'a pas pour seul objectif de faire maigrir à tout prix. Il vise avant tout à faire acquérir aux jeunes de nouvelles habitudes alimentaires. Savoir composer un menu, jongler avec les lipides et les glucides, traquer les calories superflues, chacun s'y entraîne midi et soir en participant à la préparation des plateaux.
Aujourd'hui, c'est au tour d'Annabelle. Alors on a du concombre vinaigrette, des escalopes de dindon papillote, du chou-fleur à la polonaise, des spaghettis, des petits suisses, du pain pour certains parce qu'on a un dessert qu'on a prévu, c'est une tarte aux poires maison ce soir. Et alors c'est un bon menu ça? Oui, c'est un bon menu quand même, on a vu pire, sincèrement on a vu pire. Ils nous ont collé des fois des blettes avec des échalotes, je vous dis pas, mais tout le monde, personne n'en a mangé quoi. La poubelle en était pleine, et sincèrement quoi, c'était au secours. Annabelle, oui, on y va? Ah ouais, bon. Dans quelques jours, Annabelle part en vacances. Une semaine en famille, la première depuis 2 mois. Un moment à risque où il va falloir chasser les vieilles habitudes qui soutenaient jusque-là son quotidien. Avant le départ, la diététicienne vérifie les connaissances. Ta ration, est-ce que tu la connais? Alors, ma ration en quoi? En pain ou tout le régime? Ouais. Alors, ça va faire le matin, j'ai droit à une orange pressée, 50 grammes de pain ou 30 grammes de céréales. J'ai quoi encore? Alors moi j'ai remplacement de beurre, ça me fait 2 fromages, alors j'ai droit au port salut, le mental, caridas, etc. etc. Le matin, c'est tout ce que t'as? Non, j'ai du lait aussi, je suis plus 100 000, non pas 100 millilitres, 50 centilitres de lait à peu près. Non? Ça fait trop? Pas 50 millilitres. je sais pas, honnêtement, j'ai jamais calculé. Un bol, tu sais combien ça fait? Un bol. Un bol plein, à rabord? Ouais. Je sais pas combien de centilitres. Honnêtement, je sais pas du tout. C'est un petit problème. Ouais, petit problème. C'est 1/4 de litre de lait le matin. 1/4? Ça fait 250 millilitres. Et tu fais comment à la maison? Le régime, il faut le suivre comme ici. C'est pas faire comme tu faisais avant. Autrement, pour tes vacances, là, t'as pas de problème au niveau alimentaire? À ton avis, ça devrait aller? Et là, franchement, j'ai vraiment pas envie de reprendre des kilos. Je vais me donner à fond, même pendant les vacances. Ça me fait absolument pas peur de rentrer chez moi. Et d'affronter les placards que j'ai connus, quoi. Ça me fait absolument pas peur. Est-ce que t'as des questions à poser? Vis-à-vis du sport, combien d'heures de course environ je dois faire? Le mieux, c'est de faire des exercices de petite intensité. Le footing, c'est parfait. Bon, ben je te laisse, tu peux aller manger. Ah ouais? Oui, aussi, ta soeur, elle fait 1m90, elle est trop belle, elle a des cheveux bouclés. Assiette bien remplie, aliments variés, le régime ne se voit pas dans les menus. Selon les cas, il oscille entre 1700 et 2400 calories par jour pour être supportable. Les besoins caloriques moyens d'un garçon de 16 à 17 ans sont de 3500 calories et de 2500 calories pour une fille de 14-15 ans. Alors, le docteur Doyard aime les visites surprises, les jeunes un peu moins. Alors, qu'est-ce qui te frappe quand tu regardes cette table? Rien. Qu'est-ce qui te frappe? Rien? Il y a une chose qui me frappe, c'est que tu as déjà fini. Oui, voilà. Et oui, mais alors, tu trouves pas que tu manges un petit peu vite? Il faut que vous appreniez à manger plus lentement. Pourquoi? Parce que plus de temps à mâcher, ce qui fait que ça part plus vite. D'accord, il faut mâcher d'abord, et puis surtout, il faut pas que... Voilà, il faut que votre estomac ait un travail qui soit mieux préparé. Toi, tu as le hoquet, tu as mangé trop vite. Heureux maintenant? Alors, qu'est-ce qui est surprenant dans ton assiette, là? Et la quantité de sel dont tu as parsemé ton steak. C'est très riche en calories, le sel? Oui, c'est très riche en calories, c'est très riche en calories. Le sel, c'est très riche en calories. Mais non, le sel, c'est un NaCl, c'est du chlorure de sodium, il n'y a pas du tout de calories dans le sel. Quel est l'inconvénient du sel? Ça excite l'appétit. C'est ça. Gratte-le devant moi, puis tu vas le saucer après avec ton pain. Non. Non. Ouais. Bien. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas saler comme ça aussi? Non. Pourquoi? Parce que c'est meilleur à la maison qu'ici? Oui, je me suis parlé. C'est beaucoup meilleur.
Bonjour. C'est l'heure de se lever. Allez, Frédéric. Non, j'ai pas envie de me lever. Oh bah écoute, le soir, on va faire un nouba, hein. Parce qu'en plus, il est en vacances. Tu l'as levé. Il est 6h30. Oh, putain, vous abusez, là. Frédéric a 16 ans. Il y a quelques mois, il pesait 110 kilos. Aujourd'hui, un peu moins de 100. Matin, midi et soir, un bus fait la navette entre l'hôpital et les collèges de la ville. Pas question que le régime occulte la vie normale, avec ses tentations, sa rudesse et le poids des regards. Enfants, tous ces jeunes ont fait l'expérience du racisme anti-gros et des humiliations. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Je pensais qu'au début, ils allaient nous rejeter, quoi. Qu'ils allaient nous mettre à part. En fait, non, ils nous ont bien acceptés. Pour dire, ils nous ont tendu les bras. Ils nous ont parlé, ils nous ont... Elle est venue à 8h, Julie? Ben oui, le car, il vient qu'à 8h et Emilio, elle a pas voulu sortir. Alors voilà, il y a 24 jours. Comme dans toutes les cours de récréation, les tentations sont grandes. Mais il faut apprendre à vivre avec ceux qui n'ont pas de problème de poids. T'en veux pas, Martial? T'en veux pas, Milou? T'en veux pas? J'aime pas ce truc quand il est dur. Elle a la volonté parce qu'on mange à côté d'elle, on lui fait t'en veux, non, et tout, faut pas, et elle le sait qu'il faut pas, quoi. Ouais. Vous le feriez, vous, ça Moi, j'aurais pas la volonté. Moi, j'aurais pas la volonté. Vous pensez à votre poids souvent? Oui, oui, ouais, je crois. Surtout les filles en particulier, parce que bon... Ouais, Martial. Bah déjà, ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a dans la tête, quoi. Oh, Martial. On regarde vachement le regard des autres sur nous, alors bon, si on est défoutus, c'est mieux que... Et toi, tu le fais, comment tu le sens, le regard de tes camarades? Bah, cette année, je pense que ça va, quoi, mais bon. Les années précédentes, le regard des autres, c'est blessant quand même. Hein. C'est plus blessant que les paroles ou les coups, quoi, je vais dire. C'est blessant. Quand on me regarde et quand on me montre du doigt, ça fait pas forcément plaisir, quoi. Ça t'est arrivé souvent, ça? Oui. On a le fait, monsieur. Des pixels. Ouais, mettre comme ça. C'est vrai que ça pue pour les laver quand même. Hein. C'est trop cher. On continue, on sort la barre. Reste en attaque et on laisse les défenseurs. J'ai changé le maillot. Frédéric, il a l'air de t'embêter terriblement, ce maillot. Oui, il m'embête terriblement parce que c'est du L et moi je fais du double XL. Donc, Du 2 sur 5. Et ouais. En fait, oui, je me sens pas comme les autres. Les autres sont tous maigres, ils font ce qu'ils veulent de leur corps, mais que moi, je peux rien faire. Je peux vraiment rien faire. Non, mais je crois quand même que tu participes et tu essaies de participer. Oui, j'essaie. Je crois que les activités en sport collectif te permettent justement de t'exprimer. Et je pense que petit à petit, cet écart des activités que tu ne peux pas pratiquer, tu vas les pratiquer par le fait que tu vas perdre du poids, par le fait que tes articulations seront moins douloureuses, par le fait que du point de vue tension musculaire, ça ira mieux, et puis par le fait que tu auras aussi du plaisir à le faire. J'ai commencé à grossir à partir de 11 ans. D'après moi, c'est psychologique. C'est la mort de mon grand-père, côté maternel. C'était comme mon deuxième père, et quand il a décédé, ça m'a fait un énorme choc, quoi. Je n'avais plus envie de rien faire, plus vivre, rien faire, quoi. Je mangeais le matin, ce que je ne faisais pas avant. Je mangeais à la cantine. Et les autres, comme ils n'aimaient pas les plats, je prenais leurs plats. Le soir, à 4h, j'arrivais, je goûtais. À 6h, je ouvrais le frigo pour piter, pour manger, quoi. À 7h, je remangeais. La nuit, je me levais pour manger. C'était pas une faim, c'était comme un fumeur. Il a envie de nicotine, mais moi, j'avais envie de manger. C'est pareil. Et j'ai commencé à me rendre compte que j'étais gros à partir de 14 ans. Il y a eu un déclic pour ça?
Ben oui, quand même, parce que j'en avais marre d'être gros, j'ai voulu faire tout changer. D'une part pour ma santé et d'une part pour le regard des autres, quoi. Parce que c'est vraiment pas bien de se faire traiter de la boule du collège, quoi. Du petit gros qui a ses copains. C'est comme ça qu'on te surnommait? Ben oui, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça qu'on me surnommait. Moi, mon but, c'est 60 kilos. Je vais y arriver et je ferai tout pour y arriver. Je me fais une image de moi, et grand, maigre, je peux m'habiller comme je veux, quoi, en fait. Pour être bien à ma peau, pour plaire à tout le monde. Allez. Dans la ration d'un jeune aujourd'hui, il y a les boissons sucrées, de façon certaine. Il y a toutes les graisses cachées dans tous les aliments tout près que vous pouvez trouver. Il y a tout le grignotage qui n'est pas pris en compte dans le calcul dans notre tête au niveau des besoins alimentaires, qui fait que vous pouvez arriver très rapidement à ces rations. En été, dans notre région ici, moi je vois chaque été plusieurs enfants qui ont une consommation quotidienne d'1,5 litre, voire 2 litres de soda. En calories, à 25 morceaux de sucre le litre, vous voyez ce que ça représente. Il suffit d'une très petite différence d'apport calorique pour expliquer que se constitue un excès de poids. Un pain au chocolat, en gros, c'est 300 calories. Ben, si vous mangez en plus de votre ration, celle qui équilibre vos dépenses énergétiques, si vous mangez un demi-pain au chocolat de plus par jour, et c'est rien du tout pour un enfant, vous allez mettre de côté 15 grammes de graisse. Au bout d'un an, ça vous fait 6 kilos. Au bout de 2 ans, 13-14 kilos. Vous êtes dans l'obésité, ça y est. Les exercices de musculation sont quotidiens et obligatoires. Ils ne font pas maigrir, mais ils permettent d'entretenir des muscles souvent douloureux. Et avant, qu'est-ce que tu faisais avant comme sport? Rien. Moi, je suis sédentaire. Sédentaire. Style American Potatoes. Les patates couchées en été. Ouais. Sérieux. Moi, j'ai fait une orgie avant de partir de pâtes à la carbonara. Après, un jour, chez les copines à Leclerc, j'avais 50 francs. J'ai acheté des boules de glace. Tu sais, les gros paquets de glace à 1 litre, j'en ai acheté 2. Avec des cornets, c'est éclaté, quoi. L'embonpoint chez nous c'est familial, ça vient du côté de papa et on a un sacré coup de fourchette, quoi. Puis j'ai eu, je suis allée au collège et puis là au collège j'ai eu des gros problèmes sentimentaux et je sais que j'ai fait des crises de boulimie parce qu'un garçon voulait pas sortir avec moi, quoi. Le fait d'être grosse, m'oblige entre guillemets pas à être violente mais plus ou moins agressive parce qu'on ne veut pas de moi. On ne veut pas de moi, on me met sur la touche et indubitablement le fait est que je deviens agressive. En ce moment, ça commence à aller tout doucement vers une plus grande gentillesse. Je m'ouvre aux autres. J'essaye. La future Annabelle, elle aura tendance à regarder les autres sous un autre angle, avec un autre œil, à regarder la vie sous un meilleur jour, à arrêter de se dire que tout est noir et qu'il y a peut-être un côté rose dans la vie et que surtout, il y a encore toute la vie devant soi, on n'a que 15-16 ans, on a encore une belle vie, on a des enfants à faire, on a quelqu'un qui nous attend et que je pense que la future Annabelle réussira mieux que moi à faire ce que je n'ai pas fait. C'est l'acquis pour Annabelle. Demain, elle sera en vacances et en famille. T'as bonne mine, dis donc. Ah bah ouais. C'est pour demain. Pour partir demain. Pour partir demain. J'espère que tu veux entrer dedans. Bah oui, je vais rentrer dedans. Bah oui, je vais maigrir. Le contrôle sur la santé lancée, je me suis fait arriver par la Bah on va t'aider à la maison. Grave. Là, tu vois, j'ai tout ça à prendre. Lipides, glucides, machin. Bah on va t'aider, on va boire ça ensemble. Pour ceux qui restent, surprise. Demain, ils iront tous chez McDonald's, histoire de démontrer que même le plaisir peut s'accommoder d'un régime. Il suffit de savoir composer. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer en fonction de chacun de vos calories ce que vous pouvez manger au menu McDo, d'accord? Ouais, moi je vous donne le menu McDo.
avec les valeurs nutritionnelles et vous choisissez ce que vous voulez manger. D'accord? T'as compris ce qu'il fallait faire? Non. Tu vas prendre les choses dont tu as envie au McDonald's en faisant attention à ce que ce soit équilibré. Ça veut dire que tu es chaque groupe d'aliments et tu fais tes calculs en fonction des valeurs qui sont notées là. Des glucides, il y en aura forcément plus si vous prenez un dessert, produit sucré. Il y en aura plus, on est d'accord, on laisse passer. Mais surtout, faites attention aux graisses. Voilà. La moitié des Big Mac, une frite divisée en deux. En trois, oui. Et ce dé sans caramel, sans la glace, il n'y a que les cacahuètes. Voilà. Ça fait les féculents en fonction. Tu peux manger. Si je fais mon repas et que ça fait 2002 calories, c'est bon ou pas? Non, c'est pas bon, il ne faut pas que ça fasse 2002. 2002, c'est pour une journée, Frédéric. Une journée, va pour un repas. Oui, c'est vrai. Avant le McDo, piscine. Excellent pour éliminer les graisses, mais les garçons font la tête. Le slip de bain est obligatoire et eux préfèrent le caleçon. Sinon, moi, si je fais comme ça, alors vous prenez les shorts, vous prenez un short et un sweat, un t-shirt. Et puis, deuxième problème. Qui n'a pas envie d'être filmé? Moi. À la piscine. À la piscine. Mais parce qu'on a le gras à l'air. Bon, après. On a la coince. Oui, toi t'as les os à l'air, mais moi j'ai le gras à l'air. J'ai pas envie de faire toutes mes chances de connaître des femmes quand je vais sortir. Des nuggets, une boîte de 6. Ouais. Pas de sauce. Je donne la sauce. Une salade crevettes. Une crevette comme ça, vinaigrette, moutarde. Vinaigrette, ouais. Et une petite frite. Et un milkshake chocolat. Même calculé à la calorie près, le McDonald's autorisé, c'est un peu la revanche sur les sacrifices consentis. Manger sur place? Non, pour emporter. Emporter. On a été gros et même après quand on aura maigri, quand on sortira de Quentin, quoi. Mais, je veux dire, l'obésité elle aurait fait partie de notre vie. C'est quelque chose que moi je sais que c'est ma vie, quoi. Je veux dire, maintenant je suis là pour essayer justement d'enlever ce poids, mais ça, je veux dire, j'ai quand même vécu 16 ans avec ça et je les oublierai pas, quoi. Est-ce que vous avez un modèle de femme idéale? Oui, moi, oui. On t'écoute. Ouais, moi c'est ma mère. Moi, pour moi aussi, la femme idéale, c'est ma mère, parce que je la trouve trop belle. J'aimerais bien devenir comme ma mère, quoi. Elle est mince, elle est belle en plus. Sa mère, Jennifer, la voit 2 fois par mois. Mais aujourd'hui, elle espérait aussi la visite de son père. Pour elle, la blessure du divorce est toujours là. Allez, ça y est. La journée n'est pas finie, peut-être qu'il va venir. Bon après-midi, ok? Elle dort pas. Bon, en cachette, j'ai pris contact avec l'hôpital San Salvador. Et je n'ai rien dit à Jennifer. Et puis un jour, je lui ai dit, et puis elle n'a pas voulu. J'ai dit, c'est pour toi, c'est pour plus tard, c'est pour ton avenir, parce que c'est vrai qu'elle veut faire avocate internationale. Bien sûr, si vous voyez une personne comme elle, ils ne la prendront jamais. C'est au physique, de toute façon. Faut pas se leurrer, hein. Alors je lui ai dit, c'est pour toi, il faut que tu le fasses, il faut que tu te battes, ça va être dur. Puis voilà, et puis le 31 août, on est venu. Est-ce que vous la sentiez malheureuse d'être forte, Jennifer? Oui et non. Oui et non, parce qu'elle ne se voyait pas telle qu'elle était. Vu que cet été, justement, on a vu une personne à peu près de sa morphologie, en mini-jupe. Elle m'a dit, maman, ne me dis pas que je suis comme elle. Je lui ai dit, ben, malheureusement, oui, tu es comme elle. Et donc, elle est rentrée dans une colère, parce que très agressive par son poids.
Et puis, non, sinon, elle avait pas honte d'aller à la plage, ni rien. Hein. Elle se voyait pas comme elle était. Si je dis toi, la prochaine fois, j'en mettrai encore plus dans le sac. Donc, tout ce que ça va faire, ça sera jamais sec d'ici ce soir, hein, je te garantis. Wow. Comme tous les jeunes de San Salvador, Frédéric a droit à 2 permissions par mois. Le retour dans la famille à valeur de test pour le suivi du régime. Et comment ils font les autres? Ils amènent tout à leur mère? Non. À chaque permission, c'est pareil? À chaque permission, c'est presque pareil. C'est la première fois qu'il a mis autant, hein. On dirait qu'il a cumulé. Comme on vient de lui acheter, je lui ai acheté tous ses habits il n'y a pas longtemps parce que bon, mais les habits qu'il avait avant, il ne voulait plus les prendre parce que c'est normal, si c'était du XXXL, il faisait presque 6XL, maintenant il fait 2XL. Alors comme on a réussi à trouver des habits à sa taille, alors c'est une chenille transformée en papillon. Mais le caractère et tout, je trouve qu'il a beaucoup changé. Le fait qu'il ait grandi, il a pris au moins bien 4 cm. Et le fait aussi que bon, la mentalité, elle n'est plus la même. C'est plus l'enfant que... En un mois, j'ai fait partir un enfant et je me retrouve un adolescent, entre moitié adolescent, moitié adulte. J'ai qu'une hâte, c'est que quand ça se soit terminé, qu'il fasse sa stabilisation, surtout qu'il ne prenne pas 1 gramme. C'est ça, c'est mon rêve le plus... Après, c'est vrai, après l'avoir fait un peu trop grossir, j'aimerais qu'il soit mince et puis qu'il dise aux gens, voyez, moi j'ai réussi. L'après, il repose sur le suivi par le médecin traitant. Et c'est là où, dans notre pays, nous avons vraiment de grandes difficultés parce que la diététique n'est pas enseignée. D'une part, et parce que d'autre part, s'occuper d'un patient obèse, c'est compliqué, ça prend du temps, ça nécessite de prendre en compte beaucoup d'aspects, ce qui n'est pas très facile dans une consultation classique. Ça veut dire que nous sommes ici pour commencer un travail qu'ils doivent continuer chez eux. Nous comptons beaucoup sur ce qu'ils ont appris ici pour ensuite être autonomes. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Une partie garde son poids, une partie regrossit. Mais je ne voudrais pas donner des chiffres trop optimistes, car nous avons des obésités massives pour lesquelles nos objectifs thérapeutiques ne sont pas le retour à un poids normal. En revanche, toutes les séries s'occupant d'obésité modérée indiquent qu'il y a toujours 35-40% de bons résultats à long terme. Pour Frédéric, Annabelle et les autres, la prochaine étape, c'est en juin, dans 6 mois. Avec 20 ou 30 kilos en moins et un nouveau défi, sans doute le plus difficile, tenir la ligne. C'est très grand. En tant qu'anorexique, j'étais complexée parce que j'étais pas comme les autres, vraiment. Donc ça se traduisait concrètement par des jupes assez courtes ou quelque chose pour montrer finalement ce qui faisait ma fierté, c'est-à-dire la maigreur, et puis en même temps un profond dégoût de soi, c'est-à-dire que je n'aimais pas qu'on me prenne en photo, je me regardais pas dans une glace, jamais. Camille parle du temps où elle a failli mourir. Elle pesait 33 kilos quand on l'a hospitalisée. Depuis, Camille a suivi une psychothérapie, elle a réappris à manger. Aujourd'hui, elle se passionne pour la photo qui lui a enseigné l'importance du regard de l'autre. Ce regard qu'elle cherchait désespérément à accrocher. Le regard de l'autre était à la fois très présent parce que dans l'anorexie, il y a un tel comportement qu'il est fait pour interpeller l'autre, justement, que l'autre voit, pour que l'autre se rende compte. Donc il y a un espèce de test, on attend de voir comment l'autre réagit. Quand ils exprimaient justement leur surprise, ou quand ils me disaient « mais regarde, t'es toute maigre » ou « regarde, avec les doigts, je peux faire le tour de ton poignet », enfin, etc. Il y avait une interrogation, une incompréhension, je pense. L'hôpital Sainte-Anne est un des 4 lieux spécialisés en France pour les troubles des comportements alimentaires. On y accueille les anorexiques qui ont perdu plus de 30% de leur poids. Ici, en plus d'un suivi psychologique et médical,
l'accent est mis sur le rétablissement de la relation de l'anorexique avec la nourriture. Petit à petit, les médecins réintroduisent des aliments qu'elles ont parfois abandonnés depuis des années. La hantise des patientes, les sucres et les graisses. Car la peur de prendre quelques grammes est une préoccupation de chaque instant. Une portion de beurre. Parce que les matières grasses chez ces demoiselles, c'est très difficile. C'est assez difficile de manger le pain. C'est difficile à dire, mais bon, elles vont couper le pain en petites lamelles. Elles vont beurrer le beurre très finement. Elles vont le racler beaucoup. Après une semaine d'observation, les patientes signent un contrat par lequel elles s'engagent à suivre le régime alimentaire qui doit leur permettre de prendre 1,5 kg à 2 kg par semaine. C'est pas un évitement, je l'ai pas introduit quoi. Obligation leur est faite de finir leur plateau. Mais obsédées par la peur de prendre du poids, certaines tentent de tricher. Les infirmières vérifient donc chaque plateau quand les malades quittent la salle à manger. La fiche actualisée et vous aurez des... Le docteur Christine Foulon, psychiatre, dirige ce service. Vous devez avoir quoi. Sinon hier ça a été? Oui. Pas de problème? Non. D'accord. J'ai eu la poire, la fameuse poire. Mais bon, ça y est, maintenant vous aimez la poire là. Passée, là. Pas de problème. Poire et poire, exact. Ouais. Bon. Vous allez réussir à introduire tout ce qui est prévu. Ouais. Parfait. Merci. Au revoir. Les patients sont prévenus à l'avance de l'aliment qu'elles vont avoir à réintroduire. Parce qu'il n'est en aucun cas question de faire des introductions sauvages. Elles sont tellement angoissées par rapport à l'aliment que déjà le fait de réintroduire un aliment, mais d'être prévenu que ça va être le vendredi soir, etc., ça c'est rassurant. Et là il se trouve que le dimanche 20, elle a eu une poire alors que ce n'était pas prévu. Elle s'était programmée, si je puis dire, pour avoir sa réintroduction de poire le lundi soir 21. Voilà. Depuis 12 ans, Delphine va d'hôpital en hôpital. Chez elle, la maladie est devenue chronique. Hospitalisée ici depuis 1 mois et demi, elle est consignée dans sa chambre car elle n'a pas atteint le poids requis. Je suis dans une phase qu'on appelle la phase de rattrapage parce que j'ai pas réussi à... Pendant 2 semaines consécutives, j'ai pas pris 1,5 kg. Or ça c'est dans le contrat. Mais je pense que parce que j'ai fait une sorte de blocage psychologique, du fait de passer de 39 kg à 40 kg, le fait de changer de dizaine, ça m'a bouleversée et peut-être que c'est ça qui a été dur à accepter. J'arrive pas, j'ai l'impression que mon anxiété prend tellement de l'ampleur que j'arrive même plus à ressentir ce que j'éprouve après les repas. Ce qui me gêne chez moi, c'est un jour j'ai eu une réflexion sur mes cuisses et c'est ce qui m'a perturbée. Alors j'ai commencé à... Qu'est-ce qu'on vous a dit? Comme quoi je devrais faire de la natation pour affiner mes cuisses. Et ça devenait de mon ancien petit ami. Et j'avais tellement besoin de la présence d'un homme que je voulais le garder. Et pour moi, la seule façon, c'était de faire un régime. Et avec les anorexiques et les boulimiques, ici, on se réunit beaucoup. Et c'est vrai que on a constaté que la majorité ont commencé un régime, une réflexion sur leur physique. Et moi, je reste focalisée là-dessus et j'arrive pas à le dépasser. Alors, ça m'énerve. Et donc moi, finalement, je suis contente qu'ils me demandent d'atteindre un poids que j'ai jamais fait parce que j'aurais l'impression de devenir quelqu'un d'autre. Et ça fait combien de temps que vous aviez commencé ce régime donc j'ai fait ça à 15 ans et demi. 15 ans et demi? Ouais. Et vous avez quel âge? Maintenant, j'en ai 27. Parce qu'elle va bientôt sortir, Angélique a accepté d'être filmée à visage découvert. Sa dernière épreuve dans le contrat, manger dans un restaurant avec une infirmière et 2 patientes. Voilà, alors nous, la pizzeria, on a discuté avec la diététicienne hier, on ne trouvait pas que c'était forcément une bonne idée pour vous, et les infirmières étaient assez d'accord avec ça. Moi aussi, je pense que voilà, une pizza de taille habituelle en une pizzeria, c'est quand même quelque chose qui fait dans les 800 calories. On trouve que pour vous, c'est peut-être pas le meilleur choix. Donc à ce moment-là... Pour Angélique, manger une pizza à 800 calories, c'est encore un défi trop difficile. Les médecins veillent à ce que les patientes ne dépassent pas leurs limites.
Elles sont fragiles psychologiquement et les rechutes sont fréquentes. Longtemps ignorée, l'anorexie est reconnue aujourd'hui comme une vraie maladie grave et longue à soigner. C'est un trouble qui touche essentiellement les filles. Donc pour ce qui est de l'anorexie, c'est à peu près 1 cas masculin pour 9 cas féminins. Donc vraiment une très très grosse prédominance féminine. On sait aussi que c'est un trouble qui démarre souvent au moment de la puberté, à l'adolescence. Toujours pareil, il y a une fourchette d'âge qui peut varier entre 13-14 ans et 17-18 ans. Ça, on le sait. C'est-à-dire qu'il y a un pic de fréquence à l'adolescence et surtout chez les filles. On a des chiffres très alarmants, à mon sens, qui seraient de l'ordre de 15 à 20% de mortalité en matière d'anorexie sur 20 à 30 ans d'évolution du trouble. Donc c'est un trouble qui touche des adolescents, jeunes, a priori en bonne santé, dont on ne connaît pas vraiment les causes et qui met en jeu le pronostic vital. Dans une hospitalisation qui dure 3 mois et demi, 4 mois, la patiente va avoir en moyenne 3 contrats différents, en fait, qui vont correspondre à 3 stades de l'hospitalisation. Dans ces contrats sont précisés les objectifs du traitement, les conditions de l'hospitalisation et les moyens d'obtenir ces objectifs. Accès au petit jardin pendant 1 heure samedi. Delphine doit normalement signer aujourd'hui son 2e contrat, mais elle n'a pas tout à fait atteint le poids requis. Elle souffre de méricisme, elle régurgite la nourriture puis la remâche avant de l'avaler à nouveau. Là, vous avez l'impression que c'est comment là? C'est après chaque repas? Tout le temps? Ouais. Sauf au goûter. Même le petit déjeuner? Ouais. Et pendant combien de temps vous le faites? Le maximum, c'est chaque fois 30 minutes. Ça, je vous avais expliqué, c'était quand même important d'arriver à le contrôler, à le limiter. Parce que ça va être aussi un des éléments qui a aussi peut-être bloqué la prise de poids, en plus, d'une certaine manière. À part le fait que peut-être que je ravale pas, si je ravale. Moi, je vois plutôt pour le fait que ça peut me faire replonger une fois que je sors. En plus. À chaque progrès du malade correspond une récompense. Donc, si durée quotidienne inférieure à 15 minutes pendant 1 semaine, possibilité de passer un coup de téléphone le 8e jour. Si absence de méricisme pendant 1 semaine, possibilité de passer 2 coups de téléphone la semaine suivante. À mon avis, ça va pas tellement me stimuler, ça. Parce que j'en ai déjà beaucoup de coups de téléphone. Et comme j'ai que mes parents à qui téléphoner... Est-ce qu'il y a un aliment ou quelque chose que vous aimez bien? Pas des jus de fruits, des trucs qu'on pourrait vous donner en plus qui vous ferait plaisir? Moi, j'avais envie de faire les cours particuliers avec le kiné. Oui, je vous en avais parlé. Des cours particuliers avec le kiné? Pour travailler les abdos en individuel. Vous allez en faire 2 fois par semaine, du kiné. Chaque jour, visite obligatoire à la diététicienne qui compose les repas. Les patientes négocient chaque menu pour tenter de réduire leur régime en calories. Alors, du 15 au 21, vous êtes normal, hein. Bon, au niveau du poids, vous êtes comment là? 42 hier. Et comme j'arrivais pas à prendre, samedi matin, Madame Foulon m'a rajouté un nutri à 10h. Et malgré ça, vous n'étiez pas au poids hier? J'avais pris 500 grammes entre samedi et dimanche, et de dimanche à lundi, ça avait stagné. Vous mangez pas de frites? Mal à digérer. Et surtout ici, c'est des frites au four, elles sont pas très grasses. Vous en avez déjà mangé? Oui. Vous savez que normalement... Non, mais comme elles sont pas froides, enfin en général, elles sont froides? Ah, je sais. Elles sont froides. On a du mal à les... La ratatouille, non, vous mangez pas? Ça, c'est un truc que j'aime pas, non. Alors, qu'est-ce que vous avez en évitement, finalement? Toute la charcuterie? Ouais. Ah non, ça fait trop, ça. Mais là, il n'y en a pas. Bah oui, ça je vois bien. Vous voulez pas faire un effort, aller manger des frites? Dans la cuisine, une autre anorexique se livre à un exercice difficile, préparer le repas. Elle doit être en contact direct avec les aliments qui lui font peur, surtout le beurre. Ça fait beaucoup, ça. Le beurre, ça va lier la sauce. D'accord? On va mettre 1 cuillère à soupe de farine. Vous voyez, ça fait pas beaucoup, hein? Oui, mais ça va. Genre, ça aide les louches pour les sauces. Sinon, je prends une cuillère. Souvent,
Ils disent de préparer quelque chose qui est difficile à manger pour pouvoir s'y habituer, pour l'extérieur. Pourquoi c'est difficile ça? Parce que ça fait beaucoup en quantité. Ça fait chaud aussi. Non, parce qu'il y a du beurre, enfin il y a alors que ça c'est rien du tout, c'est que du lait, mais on a l'impression que c'est tellement... pour moi c'était tellement gras, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'était gras la sauce béchamel, alors qu'en fait finalement, vous voyez. Souvent de toute façon les anorexiques cuisinent beaucoup pour les autres et elles mangent pas, et moi c'est vrai que quand je faisais des gâteaux, je suis pas la seule, c'est qu'on mettait 3 fois plus de beurre, 3 fois plus de sucre pour goinfrer les autres en fait. Et c'est peut-être pour avoir l'impression de maigrir plus, je sais pas. Que les autres, eux, on était là, allez-y, mangez. Allez-y, goinfrez tout. Ça y est? Ouais. Faire grossir les autres pour paraître plus minces, elles sont vraiment prêtes à tout. Pourtant, l'image que leur renvoie le miroir leur fait peur. Lorsque j'étais vraiment très très maigre, ça m'arrivait de sourire devant la glace et alors là je voyais plein de rides, c'était horrible, j'avais l'impression d'être une grand-mère et je me mettais à pleurer, donc après je me regardais plus dans la glace. On a du mal à s'accepter nous-mêmes en fait, on réalise pas la maigreur en fait, on n'arrive pas à voir sur nous ce que ça donne. Mais bon, moi je vois quand il y a des filles nouvelles qui arrivent dans le service, ça fait peur quand même. Je regarde des photos quand j'étais vraiment très maigre. Et c'est vrai que je ressemble à un cadavre, on peut dire ça, quoi. C'est horrible, c'est vraiment horrible. C'est vrai que quand je suis arrivée ici, j'ai fait peur à des filles et je comprends tout à fait, quoi. Vous pesiez combien? Je faisais 32,8 kg. Pour 1m64. Je sais que moi, en sortant d'ici, je m'achèterais des habits avec une taille dont j'ai jamais eu l'habitude. Ah oui, jamais? Non, parce que moi, je suis tombée malade à 15 ans, donc j'aurais pas le même corps à 15 ans et à 27 ans. C'est ça qui est difficile en fait, c'est accepter les formes féminines, se dire de la poitrine, les fesses, les hanches, et ça c'est difficile à accepter. C'est vrai que... On a l'apparence non plus d'une petite fille mais d'une femme, donc on va avoir la séduction avec les hommes, on va se retrouver en tant qu'adulte. C'est les relations avec les hommes. Donc rester la petite fille, c'était ma protection. Ne pas grandir pour ne pas avoir à affronter le monde des adultes, un rêve qu'a aussi caressé Camille. On sent que c'est pas quelque chose, que c'est pas un comportement entre guillemets très sain ou très normal à cet âge-là. Donc il y a à la fois un appel et une demande d'attention physique notamment, enfin sensuelle de câlin, et à la fois une espèce de rejet, une certaine agressivité vis-à-vis de la mère ou vis-à-vis de ceux qui les entourent. L'anorexie remet en jeu les relations avec tous les proches, surtout avec les parents. Monsieur et Madame Laurent ont 3 filles. Perrine, l'aînée, est anorexique depuis 2 ans, une situation qui a bouleversé leur vie. À quel moment vous avez aperçu que Perrine avait un problème et comment vous avez réagi à ce moment-là? On s'en est aperçu très tôt, en fait, très rapidement, parce qu'elle a perdu 18 kilos en 4 mois et que tout de suite on a pensé à ça. On a pensé à cette maladie. À l'époque, elle était déjà suivie par un psychiatre parce qu'elle avait des petites difficultés psychologiques. Et ce psychiatre, en fait, on lui a posé la question et nous a répondu que non, ça n'était pas une anorexie. Donc on a été très étonnés. Et puis suite à un déménagement, elle a échoué à son baccalauréat une première fois, elle a changé d'établissement, donc elle a voulu changer de psychiatre. Et quand elle a changé de psychiatre, elle s'est tout de suite... en fait là, il n'était plus question que ce ne soit pas une anorexie. Au départ, j'ai un petit peu nié. J'ai même beaucoup nié. Mais c'est vrai que j'ai commencé à maigrir après être tombée amoureuse. Et puis quand j'avais atteint le poids qui était bien, j'avais tellement peur de grossir que ça continuait en fait. Est-ce que ça a beaucoup bouleversé la vie familiale? Énormément. Oui. Énormément, parce qu'on se retrouve du jour au lendemain face à l'irrationnel. On se retrouve avec une enfant qui ne fonctionne plus du tout comme
comme on avait l'habitude qu'elle fonctionne déjà, oui, tout à fait. Qui ne pense pas comme nous on pense, donc il est difficile en fait de se mettre un peu à sa place, d'essayer. Enfin, moi j'ai toujours essayé de comprendre, en me disant que peut-être on pouvait l'aider, c'était en tant que parent la moindre des choses, mais il y a des fois où c'est très très surprenant. On ne sait plus comment aider son enfant, on ne sait plus quelles vont être ses réactions devant des événements, devant la vie, parce qu'on a eu des phases de peur aussi. Je crois que c'est ce qui est le plus difficile en fait, c'est de voir son enfant qui, d'une certaine façon, est en train de se suicider à petit feu, sous vos yeux, et d'être complètement impuissant. Ça, c'est quelque chose qui est terrible à vivre. À la clinique du Pré, contrairement à Sainte-Anne, les anorexiques sont traités dans le même service que les adolescents atteints de troubles mentaux divers. Et les médecins considèrent qu'au même titre que la dépression ou la schizophrénie, l'anorexie se soigne d'abord au niveau psychique. Une jeune anorexique, de retour de week-end chez ses parents, s'inquiète déjà de son prochain départ du service. Comment s'est passée cette permission chez vos parents? Ben, ça s'est bien passé, mais bon, c'est un peu la même chose à chaque fois que je retrouve un peu la maison. Ça me rappelle tellement de mauvais... Enfin, il y a pas mal d'images qui me reviennent en tête et c'est assez difficile de... Vous allez partir demain? Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette hospitalisation de moi? Bah, ça m'a été utile, quoi. Oui. C'est sûr que je vais un peu mieux que... Je vais mieux que quand je suis arrivée, mais bon, d'un autre côté, bon, en venant ici, c'est accepter aussi de se confier, de mettre beaucoup de choses à jour, et c'est pas toujours facile parce que ça fait aussi un peu souffrir, quoi. Et puis bon, bah, y a des périodes qui sont plus difficiles, il y avait l'isolement qui est pas évident. Mais bon, d'un autre côté, ça permet de prendre du recul et de vivre entre guillemets sa maladie, quoi. Enfin, d'essayer de... Mais c'est quand même difficile aussi dans un sens. Parce qu'on a changé, et on voit plus les choses de la même manière, et parfois c'est aussi un petit peu douloureux, quoi. Une fois que le symptôme est installé et fixé, il se produit une dépendance au symptôme. C'est une pathologie de la dépendance, et la jeune fille devient dépendante de son symptôme. C'est une espèce d'auto-renforcement de la pathologie qui se produit. Elle en a besoin comme on a besoin d'une drogue. Donc le symptôme s'aggrave et elle entre dans un cercle vicieux. Et si vous arrivez tardivement auprès de cette jeune fille, effectivement c'est beaucoup plus difficile de la faire décrocher de cette conduite. Par ailleurs, il y a certaines formes d'anorexie qui vont se chroniciser, c'est-à-dire que ces jeunes filles vont devenir des femmes qui vont garder des problèmes anorexiques, qui vont être extrêmement handicapées dans leur vie, affectives, qui vont avoir des difficultés, qui ne pourront pas avoir d'enfants, ou qui vont absolument vouloir avoir des enfants, ce qu'on voit souvent, et qui vont être en grande difficulté dans leur position de mère, puisque évidemment la question de la nourriture et de l'alimentation dans la fonction maternelle est une question centrale. L'hospitalisation peut durer 2 ans. Ici, on surveille la prise de poids, bien sûr, mais la thérapie est surtout axée autour d'entretiens avec des psychiatres. Grâce à ces groupes de parole, on traite les causes profondes de la maladie. Oui, mais je pense qu'il y a toujours une barrière, même avec les gens qui nous connaissent très très bien, ou depuis qu'on est tout petit. Je sais pas, il y a une barrière, on se sent quand même seul. On se sent quand même seul, même avec des gens qu'on connaît bien, qui nous comprennent. Ouais. Le traitement se prolonge jusque dans les salles de classe. La plupart des anorexiques sont en effet d'excellentes élèves. S'investir à l'excès dans les études, c'est une façon comme une autre de détourner l'attention de leurs problèmes de poids. Tout le travail des professeurs consiste à leur faire reprendre un rythme de travail normal. Valérie est en terminale et nous la retrouvons en cours de philo. Je vous laisse le lire d'abord. En seconde, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Je me suis vraiment un peu enfoncée là-dedans. Tous les week-ends, je faisais que ça. Je sortais plus de ma chambre. Et en fait, on s'enferme très très vite dedans, quoi. Et paradoxalement, même en allant mieux psychiquement et physiquement,
La scolarité, ça me semble plus difficile maintenant, quoi. Peut-être parce que j'ai plus les mêmes repères, et puis parce que je dois apprendre à travailler différemment, et à plus me mettre une pression aussi importante, à plus vouloir être aussi perfectionniste. Ça n'empêche que parfois j'ai des réactions un peu violentes, enfin entre guillemets, quoi. Parce que bon, quand je comprends pas quelque chose, c'est un peu la panique, c'est un peu... Et puis j'ai besoin d'être rassurée, demander à certains profs. Quand je vois une jeune fille dans cette situation, j'essaie de voir si je peux pas trouver un truc qui va l'aider à prendre un petit peu les choses autrement. Alors là, j'ai pris ce truc-là, hein, ce qui vaut. Hein. Je lui ai dit, vous allez aller en classe, mais je vous demande de ne pas faire de devoirs. De ne pas faire de devoirs pour les profs. Vous venez, vous assistez au cours, vous y participez, vous essayez d'y prendre du plaisir, vous essayez de vous y trouver bien, puis on verra. On verra bien après. Une fois que vous serez peut-être un peu plus détendu, peut-être que vous arriverez à être un peu plus détendu, peut-être après on verra s'il faut rajouter des obligations. Sortir des livres et de l'isolement, ne pas oublier de vivre, tout est fait pour inciter les patientes à se ménager des moments de détente. Ça va faire 6 ans que j'ai des problèmes, donc c'est sûr que ça ne se résout pas d'un jour sur l'autre. Et bon, Carole parlait de déclic. Un déclic, non, c'est plutôt un pas, mais vraiment après vraiment avoir été chamboulée, après vraiment avoir souffert, quoi. J'ai tellement tendance à dissocier mon corps de ma tête que j'essaye de me dire que je suis un tout et que je peux pas nier mon corps. Et c'est vraiment ce que j'apprends ici et c'est vraiment rassurant. En même temps, c'est dur de se laisser porter par ça parce qu'il n'y a plus de contrôle. Et la notion de contrôle en anorexie, c'est tout. Je gère... des objectifs. Voilà. Je gère est-ce que je mange, est-ce que je fais, est-ce que je pense, je gère tout. Donc là, c'est arriver à lâcher les rênes, à lâcher prise. Et c'est horriblement douloureux. C'est un peu une dictature, quoi. Et... Toujours plus cruel, toujours plus loin, toujours plus... on sent autre chose, on sent meilleur, mieux. Et puis après, ça devient étouffant, obsédant et après épuisant. Et moi, je sais qu'au bout de 2 ans et demi, je suis épuisée et je voudrais que ça s'arrête, quoi. Selon les statistiques, 2 tiers des anorexiques rechutent, 1 tiers parvient à guérir. Camille en fait partie, même si elle se sent encore fragile. Je ne suis pas capable toute seule de me dire stop, de me dire attention, tu maigris. Et donc c'est pour ça que je continue à voir un médecin. Et puis j'ai surtout une envie de m'en sortir qui est phénoménale. Donc c'est vrai que quand ça va pas, quand je suis triste, quand je suis dépassée, ça s'exprime par la nourriture, c'est-à-dire que je mangerai moins. Mais au contraire, quand ça va, ça s'exprime aussi par ça. Et je me fais plaisir en mangeant. Manger une glace, c'est comment? C'est un peu une exception, mais c'est un plaisir aussi. Content, cette printemps qui vient juste après l'hiver. Le voilà, youplala, c'est joli puis c'est pas cher. Je suis content, cette printemps, c'est pour moi qu'est le plus. Alors attention, tout le monde est à son poste. Alors attention, je compte sur vous, hein. Mi abuelo y yo nos pusimos a llorar y encima de que llorábamos nos echaron la bronca entre las dos. Por una vez estábamos de acuerdo. Nuestro día espectacular, como molo. Voilà Antoine, ça va mieux? Comment tu t'appelles? Ah oui. Ah, Florent. Merci Laurent. Au revoir Florent. Merci. Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Alors voilà, ça c'est le boulot de déménageur qui commence.
Là, c'est la scène en fait. Là, c'est le haut du c'est Castelet. le haut du Castelet. Ah, on dit un Castelet. C'est le Castelet, voilà. C'est le Attention, mets-le. Castelet, c'est l'endroit où évoluent les marionnettes. Il faut jamais se tromper d'accessoires parce qu'on ne peut pas tout emmener d'un seul coup. C'est vrai qu'on est un petit peu monteur de cirque. Un, deux, 3, 4, 5, 1, 2. On peut tout raconter avec ces marionnettes? On peut tout raconter, oui, sauf nous, sauf la violence, parce qu'on en voit largement assez. Guignol, c'est pas violent, c'est toujours très moral. Guignol, c'est toujours le bon qui gagne sur le méchant. Non, il faut pas raconter n'importe quoi. Non, c'est vrai. Mais par contre, on peut jouer avec les enfants. Vous voyez là, on a monté, on a réglé, on s'est même pas disputé avec Françoise. C'est des moments. On se donne quand même des coups de pied derrière le Castelet. Alors, bon, on ne peut pas parler, n'est-ce pas? Il arrive que comme on ne peut pas se parler, donc on a notre équipement HF qui est constamment branché. On se parle par geste, par mimique et surtout par coup de pied de temps en temps. Oui, c'est vrai que de temps en temps, il y a bon, attention, n'exagérons pas, on se bat pas. C'est quand même violent, Guignol, finalement. C'est violent. Bonjour les amis. Vous avez vu le gardien front, les enfants? Oh. Bon, allez, on l'appelle. Bonjour mon gardien front. Voilà. J'ai de la feuille, moi. Dis donc, le gâteau de Madelon a été volé et d'après le signalement donné par les enfants, j'ai pensé à toi, tout simplement. Ah, ben dis donc. Merci les petits amis, hein. Ouais. C'est pas les affronts? So like The big boy. I can't think of his name. The one who's Shane too. All right. In 533A, we have Andrews. She's a sickle cell disease. She came in with a crisis. She's been here for about, I guess, 2 or 3 weeks now and is doing much better. She doesn't have her IV anymore. How old is she? She's about 4. I suppose if you just come out of surgery, in which some children have, and they have stitches so they can't laugh, so then we tell them that we do our not so funny material then. 35A. And they don't laugh. 1, 2, 3, jump! Okay. So. Tell me in my ear. Tell me in my ear. You're not sure. Don't look back here, Jason. Oh! Can you get the other one? Say, see you later, alligator. Okay. Remember, see you later. 4 rubber chickens take away 2 rubber chickens. This is our friend, Dr. Stout. Hi. Dr. Stout, our friend Roberto. Hi, Roberto. Get us coming home. Look at the hospital and you look at the procedures and you look at the hallways and you look at the rooms and you start making movements like this and everything's straight and organized. To see a clown simply in this environment is a wonderful incongruity. So in a way we don't have to do a lot at all. Just walking down the halls and saying hi to people breaks up the image of
not sterile image, but certainly clean and angular. Silencio, porque yo tengo que forzar la voz y vivo de mi voz. Así que... Cuando ayer por la mañana me miraba en el espejo de mi madre con el bañador nuevo, pensaba, ¡cómo molo! Yo reconozco que es una frase un poco rara para decirla en voz alta, a no ser que seas un chulito como Jihad, pero estoy seguro de que pensarla la piensa mucha gente. Nos íbamos a la piscina, pero eso no era lo mejor es que nos íbamos sin mi madre. A mí no me gusta que me embadurne cada 5 minutos de crema, que me haga guardar 2 horas de digestión y que me haga vestirme con ella en los vestuarios de chicas para tenerme controlado. Compréndelo, es un cortazo. Te ves en unas situaciones prohibidas para menores de 18 años. Las chicas se desnudan delante de ti y encima luego se molestan si las miras a esas zonas del cuerpo humano donde se te van los ojos. A mí me dijo una el año pasado, chaval, mira para otro lado que te estás quedando pasmado. Yo es que no entiendo este tipo de relaciones, te lo juro. Menos mal que esta vez nos llevaba a mi abuelo, que aunque ha afirmado en varias ocasiones que le gustaría pasar también al vestuario de señoras, se tiene que conformar con el de caballeros. Yo antes que tú, Mira. Mira, oye, ¿me podrías imitar la forma de Manolito? Si te la sabes. ¿Así te parece bien? Sí. ¿Es fácil escribir para niños? No. Yo lo que pasa es que no me planteo que escribo para niños, porque ya ves tú que hablando con ellos tampoco he empleado un tono especialmente ñoño, ni cursi, ni nada de eso, ¿no? Por ejemplo, los escritores, cuando hablan de su infancia, se les pone una sonrisa así y hablan de la biblioteca de papá, de una abuela mágica, y parece que entras en un territorio de color sepia. Y tú dices, pero llega un momento en que dices, no me cuentes la infancia de un escritor, cuéntame la infancia de verdad. Porque la infancia es muy brutal muchas veces, y se tienen sentimientos muy fuertes y los colores son muy fuertes. Son de la vida real, no hay nada que no sea de la vida real, porque hay cosas, no sé. ¿Cuál es el secreto para conectar con él? No lo sé. No hay fórmulas. Los que dicen que hay fórmulas, yo creo que es mentira. Pues a lo mejor que tú no hayas matado del todo al niño que tenías dentro, ¿sabes? Yo no entiendo mucho de niños. A lo mejor tengo algo infantil, ¿entiendes? Pero saber de niños yo no sé. ¿Cómo te llamas? María. María. ¿Y esta quién es, María? ¿Es un tío? Allez, on attrape le voleur! On va pas attraper, hein? Mais c'est grâce aux enfants, hein? Ah, c'est grâce aux enfants, Père Bianchi. Allez, on va au village, les enfants? Allez, et vous allez nous aider à consoler Madelon? Oh, vous êtes sympa. Allez, à tout à l'heure! Vous savez toujours compter jusqu'à 3? Alors attention. 1, 2 et 3. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez perdu votre langue? Bah alors, qui est Guignol? C'est qui lui? Guignol, c'est une... Bon, vous voulez apprendre à manipuler une marionnette à gueule? Allez, regardez, on met les mains comme ça, on est prêt, on bouge que le pouce. Après, les 3 autres doigts, on peut même faire bravo.
Et donc, si je bouge l'index, je bouge la tête de Guignol. Ça veut dire qu'on sait faire vivre une marionnette, on sait la manipuler. Eh ben, vous avez tout compris. On l'appelle le Père Niafron. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai en fait du boucan. J'en ai mal aux oreilles, moi. C'est toi qui as crié comme ça? Oui, c'est moi. Ah bah, dis donc, hein. Je vais te dire que j'ai mal aux oreilles. Bonjour, toi. Toi aussi. Dis donc. Oh là 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 là. Vous m'avez cassé les oreilles, les amis. Ça va bien, toi? Ah bah, tiens, fais-moi un petit bisou, tiens. Voilà. Et toi? Aussi. Attention, ne tirez pas sur moi. Au revoir les enfants. Ce sont des histoires simples et c'est ce que demandent les enfants. Il ne faut pas chercher trop compliqué. Voilà, c'est souvent le premier spectacle vu par les enfants. On a un rôle à jouer quand même parce qu'on doit donner envie aux enfants de revenir un jour dans une salle de spectacle. Voilà, tout simplement. Voilà, les enfants, on va vous faire un gros bisou. Au revoir. Merci à toute l'équipe de l'école. Merci d'être venus nous voir. Est-ce qu'il ne faut pas me marquer pam, 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 quand. Tu as laissé le trou? Ouais, moi je le laisse le trou, ouais. Ouais. Lorsque j'invite ma cousine à la maison le mercredi, on danse dans la cuisine pour se mettre en appétit. On va... Lorsque j'invite ma cousine à la maison le mercredi, on danse dans la cuisine pour se mettre en appétit. Mais quand on doit remettre en place toute la cuisine comme avant, c'est là qu'on fait la grimace, c'est beaucoup moins marrant. Dans la danse du ballet, dans la danse du ballet, on est les plus mauvais. Dans la danse du ballet, dans la danse du ballet, on est les plus mauvais. Sinon, ça fait vraiment trop de différence avec dans le stitch. Je veux dire, il n'y a aucune différence entre... Pour moi, il n'y a aucune différence. L'enfant a droit à autant de respect que n'importe quel autre public. On peut se dire, bah, de toute façon, il ne va pas comprendre, il ne va rien entendre, alors on fait n'importe quoi, on écrit mal, on fait des musiques qui ne sont pas des musiques, on fait des arrangements qui ne sont pas des arrangements, on fait des enregistrements qui ne sont pas des enregistrements, puis tout part en autre boudin. Je veux dire, moi, je suis complètement respectueux de ce public-là, et c'est pareil pour moi, ça ne change rien. Hein. 2, 3, 4, 5. Un petit peu de fond de teint. T'entends? Comme ça. Je chante tout par cœur. T'entends ça? Marais de Laurent, ce sera à côté de Célia. Oui, de toute façon, ils ont les cassettes et tout. Il faut de toute façon se farcir la stéréo et tout, l'ambiance à la maison. Donc l'ambiance à la maison, l'ambiance au concert, ça change un petit peu. Pourquoi celui-là et pas un autre? Il faut que ce soit un discours qui soit adapté et accessible à l'enfant. Et non pas un discours agressif comme on peut avoir dans certaines superproductions à l'américaine, à la japonaise, si vous voyez ce que je veux dire. C'est à l'école de Tagadagada. C'est à l'école de Tagadagada. Et la maîtresse poil aux tresses qui pousse des soupirs quand Marion poil le menton attrape le fou rire. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada. Allez.
sentarte nada de profesional. No, la de profesional te sientas tú, ¿no? Oye, ha cambiado un poco desde el principio, ¿no? Desde el primer... Desde el primer libro sí, yo creo que sí. Y más que va a cambiar. Pero sabes tú que es uno de los personajes que más me gusta, ¿no? Hace ver. Quizá porque me recuerda a mi compañero Cordero. A mí me gusta Manolito en Bañador. Claro, el abuelo a mí me recuerda al mío. Entonces el mío llevaba Por su boina. verdugo. Me lo imagino así que se le va cayendo el moquillo por aquí y unas babas, ¿verdad? Manolito creo que es una persona. Muchas veces yo digo que él es sentimental, pero yo le dejo tener malos sentimientos, le dejo tener rencor, le dejo tener celos, le dejo... porque quiero que sea una persona de verdad, y las personas de verdad tienen cosas buenas y tienen esas cosas, ¿no? Y por eso yo creo que consigue... Yo creo que los niños se identifican con él porque él es como si no saliera guapo continuamente, sino que tiene momentos en los que dices, uy, con los que yo me identifico mucho. Hombre, los americanos, por ejemplo, hacen películas para niños que se aprovechan de efectos visuales y todo eso para impactarles. Pero no se trata de impactar, se trata de hacer cosas con cierta calidad, no se trata de... no sé cómo decirte, no se trata de darles un regalo con un gran envoltorio y que dentro no tiene nada. Hay que darles cierto contenido, ¿no? You work on toes? Toes? Mostly nose. I'm a nose specialist. Ear specialist, sir. I guess that leaves the throat for me. Eyes, ear, nose, and threat. There's a kid coming in soon who's going to be in here on his birthday. And we know him already? I don't know. He's going to be here on his birthday. You know we're here Mondays and Thursdays. And I thought it would be nice if you guys said hello to him on his birthday. Peek in and see our good friend Tanya. Hi, Tanya. You have any idea what I could do about this? Let me just check your ears here. You might have... Oh, yes. Oh, yeah. Hold still. Hold still. Oh, yeah. That's going to do it, Tanya. You hurt. Yeah. There. Ouch. Get out of there. I'll bet you can hear a lot better now, huh? Yeah. Good. Excellent. All right. We'll see. I better leave you a prescription. You're going to have to administer this, okay? Make sure that Tanya is looking at you. You go. Look at the effect that it's having. See? See the effect it's having? Here, let's try that. Let's try that, okay? Oh, good. A little more, a little hardier, a little hardier. Look at the effect, see? Bye, thank you. You're welcome. You're always on an edge in the hospital. You're on an edge of not knowing what to do, not knowing the exact thing to do, and you always have to be ready. It challenges all your skills as a performer and as a human being, almost in a parallel way. You're constantly being asked to be right in the moment with the children and the doctors and their parents. There's an extreme need, and you give, and it's taken in, and you are given back immediately. It's very satisfying, fulfilling work. They applaud us with their smiles. Their eyes. We look at their parents who are under tremendous anxiety and who exhibit tremendous courage in these very difficult situations, and they are applauding us. We are applauded in 1,000 different ways than someone's going like this. There is more applause in this work than there is in the ring. Il y a un petit catering à la salle et puis après on répète. Et qu'est-ce que tu veux faire, toi? Petit déjeuner. Pour qui, celui-là? Moi je verrais bien de toute façon. Jean-Pierre? Hein? Non, non. Oui, si. Non, mais si, il y a le riz, c'est la musique. Ou alors ça peut être... Dans cette musique, il y a déjà... Moi, je fais pas ça. C'est difficile de faire passer des messages comme ça sans bêtifier pour les enfants. Écoute, moi, ça passe à travers ma sensibilité à moi. Je suis un adulte, je vois la vie d'une certaine façon.
je ne m'abaisse pas à leur parler comme à des débiles mentaux. Je veux dire, c'est des adultes, c'est des personnalités. Un enfant, c'est une petite personne. Puis je leur parle comme je vous parle, la même chose. Pas avec des mots beaucoup moins compliqués, ni beaucoup plus compliqués. D'ailleurs, la chanson, c'est un art populaire et on n'a pas à dire des choses incompréhensible dans une chanson. C'est pareil pour celle du jeune public. Chez les adultes, si t'aimes pas, t'applaudis quand même, tu sors discrètement dans le noir. Là, c'est clair et net. Ou tu les intéresses ou tu les intéresses pas. Si tu les intéresses pas, ils cavalent dans les allées, ils se retournent, le type sur scène, il n'existe plus. Et ils se ramassent. Et c'est le public le plus dur, parce que c'est un véritable verdict. Pour le disque, on parle du marché. Par exemple, il y a un marché chez vous. Le marché, c'est les enfants. Oui, bien sûr. Bien sûr, je gagne ma vie avec les enfants, mais ça dépend comment on le fait, c'est tout. Les instituts aussi. Les instituts gagnent leur vie avec les enfants. Le boucher gagne sa vie aussi avec des enfants. Le marchand de bonbons aussi. Je dirais, ça dépend de quel genre de bonbons on fait. Si c'est du mauvais sucre, ben, ils vont avoir des dents carriées. Tout ça, ça fait partie de la vie, quoi. Je veux dire, si je le faisais pas, on me dirait pourquoi on n'en fait pas. Ça leur manque. Ils ont besoin de chanter, ça leur fait du bien. Moi, j'ai des gens qui me disent des choses tout à fait émouvantes à ce sujet-là. Attends, alors maintenant, il faut mettre les animaux. La reine, tu l'as sortie? Non, non. Sors le roi et la reine. Et la sorcière. Comment vous jugez qu'un spectacle est bon ou mauvais? Alors, un spectacle, il est bon, il est mauvais. On peut le juger la première fois qu'on le joue. Parce que si on n'a pas les enfants, c'est très difficile de savoir justement. C'est pour ça que les répétitions, pour nous, c'est très dur. Quand on n'a pas les enfants, on n'a pas de spectateurs. Et on a la chance d'avoir notre ménagère de moins de 50 ans qui teste nos spectacles. C'est notre petite fille. Et quand ça lui plaît à elle, on a de bonnes chances que ça plaise aux autres enfants. Je crois que c'est un bon test. Alors, de toute façon, tu ne peux pas te tromper, c'est marqué au-dessus de la porte. Oh bah c'est malin. Tu sais bien que je sais pas lire. Oh, mais c'est vrai, j'oubliais. Tu sais pas lire. Bon, vous savez lire, les enfants? Oui. Voilà. Alors, vous allez aider Niafron à trouver la porte de Grison. Oh, mais c'est un cochon. Oh, bah ça suffit, hein. Mais éclaboussez tout mon beau tablier de dimanche. Allez, au revoir, Rosette. Pour écrire des spectacles pour enfants, ça veut dire qu'il faut rester soi-même un gamin? Ah oui. Ah, dans l'âme, oui. Ah oui. Moi, je suis gamine tout à fait dans l'âme. D'ailleurs, j'adore le spectacle et je réagis encore comme un enfant. Et des fois, bon, bah, je me dis, oh, quand même, à ton âge. Et puis après, je me dis, après tout, c'est pas grave. On a tous ça. On a tous un peu ça, sauf que la vie vous l'extirpe à toute vitesse pour que vous soyez un peu efficace, un peu utile. Enfin, hein. Si on dit, si un banquier dit à son patron, à son directeur, excusez-moi, je suis un peu naïf, moi, j'ai une part d'enfance chez moi, je dis, attendez, il y a des gars plus efficaces que vous, allez voir ailleurs, hein, faites du macramé, hein, ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est vrai que cette part d'enfance, c'est difficile de la garder dans certains métiers. Et nous, on peut se la garder, quoi. It's a lesson in being right here, right now. Not thinking about what went before, not thinking about what the future might hold, but being with the child right now and celebrating that now. Children understand that too. That's what they're about. All children understand that. It's no matter how many tubes are coming out of their body or what's going on. They all know that, and they all want to be children. They want to play.